Tous les troisièmes samedis du mois, retrouvez votre émission Éducation sur les chaînes YouTube de l'Église adventiste de Douville et de la Radio Vie Meilleure. Des analyses et des conseils d'experts, des retours d'expérience, des échanges autour de problématiques éducatives récurrentes. Éducation, ensemble trouvons des solutions. Auditeurs de la Radio Vie Meilleure, chers amis internautes, bonjour. C'est avec joie que je vous retrouve pour cette nouvelle émission Éducation. Éducation est une émission que vous retrouvez tous les troisièmes samedis du mois qui nous permet, par le biais de cas concrets, d'apporter des réponses à des problématiques éducatives récurrentes mais trop souvent tabous. Et à chaque émission, nous sélectionnons pour vous des intervenants de qualité qui nous aident justement à jeter un éclairage sur les problématiques que nous abordons. Aujourd'hui, nous avons avec nous Franz César qui est psychologue, Sandrine Joinville qui est médiatrice familiale et Jean-Claude Baltimore qui est conseiller conjugal et psychothérapeute à ancrage biblique. Nous nous retrouvons pour ce nouveau thème. Je vais tout de suite vous dire quel sera notre sujet de discussion aujourd'hui. Nous divorçons, comment l'annoncer à nos enfants? Tout de suite, je vous lis la situation problème qui guidera notre échange. Nathalie et Jean sont mariés depuis 10 ans. Trois enfants sont issus de leur union, Mallory 3 ans, Lilian 7 ans et Mathieu 9 ans. Il y a 3 ans, Jean a été infidèle et depuis, l'ambiance du couple s'est dégradée. Nathalie reconnaît ne jamais avoir réussi à pardonner cet acte, d'autant plus qu'au moment des faits, elle était enceinte de sa dernière fille, Mallory. Je n'ai plus aucune confiance en lui. Aujourd'hui encore, il adopte des comportements douteux qui pourraient laisser penser qu'il n'en a pas fini avec cette histoire, s'exprime Nathalie. Elle ne veut plus supporter cette situation. C'est donc elle qui demande le divorce pour cause d'infidélité. Jean est très neutre face à cette situation. Il ne nie pas les faits. Toutefois, leur préoccupation commune est le bien-être de leurs 3 enfants. Comment leur annoncer cette nouvelle? Nous échangeons, je le rappelle, avec Franz César, psychologue, Sandrine Joinville, médiatrice familiale, et Jean-Claude Baltimore, psychothérapeute et conseiller conjugal. La première question que je vais adresser à nos intervenants serait sur la définition du divorce. Est-ce qu'on pourrait définir ensemble, donner une définition ensemble du divorce? Qu'est-ce que c'est réellement que divorcer? Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais on va se compléter. Déjà, se marier, ça ne veut pas dire une seule chose. Donc ça aide à comprendre pourquoi divorcer, ça ne veut pas dire une seule chose. Exact. Avant d'être marié civilement, on a contracté un mariage émotionnel. Dans le secret. Bah oui. Marier, c'est mettre ensemble. OK? C'est mettre ensemble, à parier. C'est consolider une rencontre, une union. La première union n'est pas civile ni religieuse, elle est émotionnelle. Et souvent, avant le religieux et le civil, ou avant le civil et le religieux, elle a aussi été sexuelle. La rencontre est consommée sexuellement souvent avant que le civil et le religieux ne mettent leur empreinte. Donc, ils se sont mariés émotionnellement, ils se sont mariés socialement parce que tout le monde les connaît comme étant un couple, on dit fiancés pour certaines cultures. Et dans le secret, ils se sont aussi sexuellement épousés. Donc, ils se sont déjà mariés 3 fois. Et après, en 4, va arriver souvent le mariage civil, une signature à la mairie, pour ceux qui concernent la France, et le mariage religieux pour ceux qui sont religieux. Donc ça fait 5 mariages. Donc divorcer, ça fait aussi 5 choses. Voilà après lui ce que je peux en dire. Intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Sandrine? Oui, alors c'est une rupture de contrat. Alors la définition dit rupture de contrat de mariage qui unit sur le plan juridique, ce que France est en train d'expliquer devant la mairie, la signature, 2 personnes qui avaient décidé. En effet, il y a des choses qui se sont passées avant. Donc, qui avaient décidé de partager leur vie sexuelle, affective
économique et sociale. Donc, à retenir que c'est une rupture de contrat. D'accord, rupture de contrat. Jean-Claude, est-ce que tu veux rajouter Moi, un je veux élément? être poétique. Pour moi, c'est lorsque la maladie conjugale a eu des métastases sur le cœur et l'amour est décédé. Ok. Waouh, c'est très poétique, effectivement. Oui. La métaphore me parle L'amour est bien. mort. Ok. C'est la maladie de la relation Yes. qui aboutit à la mort. Oh, Ouais, pas c'est mal. très beau. Je Donc, la retiens. En tout cas, on est d'accord sur le fait qu'il y a rupture. Quand on parle de divorce, c'est Absolument. qu'il y a rupture, c'est qu'il y a séparation. Franz disait à plusieurs dimensions, on va dire ça comme ça, sur plusieurs dimensions. Et puis, on a rajouté aussi la dimension juridique. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des données statistiques sur le divorce en Guadeloupe? Où en est-on par rapport au taux de divorcialité en Guadeloupe? Alors, selon l'INSEE, le taux de divorcialité est de 16,7%. La Guadeloupe se situe au 2e rang des régions de France, Deuxième rang, quand Oui. même. Hein. où le plus grand nombre de divorces est prononcé. D'accord. Ok. Et on a l'impression, en tout cas aujourd'hui, on parle beaucoup de divorce. Est-ce parce qu'il y a une augmentation ou est-ce parce que c'est beaucoup plus médiatisé? Est-ce qu'on peut parler d'augmentation du taux de divorcialité? Oui. À mon sens, il y a les divorces, mais il y a aussi les séparations. Oui. Ok. Il y a les séparations. Le divorce est légal, la séparation n'est pas légale, mais c'est une rupture de la vie commune. Quoi. oui. Et je crois que j'observe que sur 3 mariages, il y a un mariage qui va divorcer, d'accord? Il y a l'autre, le deuxième, les gens ne vont pas divorcer, mais ils vont cohabiter dans le site, tantôt bien, tantôt fâchés. Et donc, à cause des enfants, à cause de la religion, à cause du social. Et puis, il y a le 3e mariage qui va arriver à la fusion d'une seule chair et qui va demeurer contre vents et marées. Ok. Oui. D'accord. Et il y a aussi le fait, par rapport à l'augmentation, que tu as posé la question tout à l'heure, qu'il y a une telle augmentation que maintenant, les députés ont voté la loi de divorce par consentement mutuel. Mutuel, oui. Parce que les tribunaux sont surchargés. Ouais. Il y a 365 divorces par jour. Donc, en effet, les gens se marient, ils peuvent ne pas divorcer ou se séparer, comme disait Jean-Claude, mais quelque part, l'augmentation, elle est vraiment constatée. D'accord. Elle est très, très constatée. Les gens se marient beaucoup, mais divorcent aussi beaucoup. Et comment on peut expliquer cette situation, cette augmentation du taux de divorcialité? Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, les gens divorcent probablement plus qu'auparavant? Alors, il y avait un... Il n'y a pas une unique explication, mais il y en a au moins une qui aide à comprendre l'envolée des chiffres. C'est que la traversée période, celle du dernier siècle, où la prégnance du contrôle social au travers de toutes les religions possibles, toutes les religions, il n'y a pas une religion plus en cause qu'une autre, où la présence de la prescription religieuse sur le fait que c'est pas bon, c'est pas bien, ça se fait pas, Dieu n'est pas d'accord pour qu'on divorce. Okay? Donc la présence de la religion dans la façon de conduire sa vie était beaucoup plus forte dans le siècle précédent que maintenant. Bon, on peut remonter beaucoup plus loin, mais on va dire que si on doit comparer avec ce qui se passait dans la génération qui a précédé celle de nos parents, parce que celle de nos parents a connu quand même une forme d'envolée des séparations. Mais avant nos parents à nous, on va dire 2 générations en arrière, les chiffres étaient quand même assez contenus. Tout à fait, tout à fait. Donc, la pression sociale sur le plan religieux. Après, il y a aussi un autre phénomène sur le plan économique. Il faut savoir que les femmes ont eu le droit de vote en France il n'y a pas longtemps. C'était après la Seconde Guerre mondiale.
et que même bien après, elle n'avait pas droit à avoir un compte en banque. Comment vous assurez votre indépendance économique quand vous n'avez pas droit accès au dispositif? Ok? Il faut savoir que le revenu des femmes a été longtemps minoré par rapport à celui des hommes. Donc la capacité pour une femme d'entretenir des enfants sans la présence d'un homme, parce que aujourd'hui, tu ne payes pas la pension alimentaire, on prend ça sur toi, tu n'as même pas vu, hein? Ça se fait automatiquement. Mais le risque pour qu'un homme ne participe pas aux dépenses de la famille était très élevé. Et une femme, elle n'est pas idiote. Donc le calcul étant fait, la pression de tout ça faisait qu'on supportait. On supportait. Donc, Parce que c'était compliqué. Ce qui veut dire que l'augmentation des divorces va de parallèle avec l'autonomie des l'autonomie de la femme. C'est ça. Oui, c'est le ça. nouveau Et des puis, femmes. c'est Et ça. l'autonomie financière. La transformation de cette société. D'accord. Et peut-être même une transformation au niveau de la représentation de la famille. Oui. Peut-être qu'autrefois, on avait une représentation de la famille qui rendait inimaginable l'idée de se séparer de son mari, peut-être. Et Parce que c'était aujourd'hui, le modèle qui était valorisé. oui, c'est ça. Ok. Sauf que les gens ont fait la désillusion. Ils ont connu la désillusion du bonheur sous cette forme-là. D'accord. Et l'autorisation d'exprimer son malheur. D'accord. Donc, et justement, j'en termine. Il faut savoir, le modèle de bonheur sous cet angle-là a reculé. C'est-à-dire, j'ai droit au bonheur, je peux enfin faire savoir que je suis malheureux, je peux enfin assumer de me séparer de toi et de ne pas supporter d'être malheureux à cause de toi parce que j'ai les moyens, eh bien, je retente ma chance. Donc, je ne divorce pas pour divorcer. Les gens ne divorcent pas pour divorcer. Les gens divorcent parce qu'ils ont envie de tenter leur chance et de retrouver l'occasion d'être heureux. Alors, John Watt, qui est un auteur, hein, il cite 7 causes essentielles du divorce. Alors, il dit, attente plus grande du couple, le mariage comme remède universel, changement d'attitude envers la sexualité, changement des rôles pour les hommes et les femmes, moins de soutien de la part des parents, changement des lois sur le divorce, des attitudes sociales plus tolérantes à l'égard du divorce, et la génération du moi. Mais en fait, c'est l'ensemble de ces facteurs qui contribuent au mariage. Mais il y a un facteur qui est essentiel, c'est le stress. Le stress qui va être généré par la maladie conjugale, sur différents plans. Hein. Le plan sexuel, le plan affectif, le plan social, le plan spirituel, comme vous voulez, sur tous les plans psychologiques. Et donc, à lui seul pour expliquer le taux de divorce actuellement. Parce que toutes ces conditions de vie vont générer forcément du stress. Et le stress, Et c'est avec intéressant les émotions qui s'entraînent, forcément, on va vers ces séparations. Ok, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup l'épanouissement personnel. Oui. On est sur ça un peu et effectivement, je pense que ça a un impact sur la façon de chacun de se concevoir dans le couple. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Tout à fait. Il y a eu un glissement, il y a eu un basculement sur l'ordre de hiérarchie. Est-ce que le couple est plus important C'est que ça. le membre du couple? Donc les gens ont finalement intégré que je suis plus important que mon couple. Ça veut dire que mon couple est une modalité d'existence, mais n'est pas la finalité de mon existence. D'ailleurs, on ne naît pas en couple. Et on ne meurt pas en couple. D'accord. Et ça veut dire aussi que dans ce que tu dis là, c'est que la compréhension de est-ce que je meurs quand je deviens en couple aussi? Parce que certaines Oui. fois, Est-ce que j'arrête d'être moi? voilà, Ok. est-ce que je ne suis plus? C'est ça. Je suis couple, mais est-ce que je suis? Et le fait de justement avoir cette idée de ne plus être, maintenant qu'on a l'autonomie, maintenant qu'on a cette aptitude à être différemment sans l'autre, alors va favoriser quelque part l'envie de divorcer. C'est dangereux, en fait. En fait, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que, oui, c'est dangereux et très dangereux. C'est en fait ce que Moïse reprochait aux jeunes de sa génération, qui divorçaient pour un rien ou pour un oui, un non pour un oui. C'est-à-dire que je ne suis pas bien dans ce couple-là, je n'ai pas de grief contre ma femme ou contre mon mari, mais je ne suis pas bien, je veux voir ailleurs. Tout à fait. Et donc, c'est moi. Et donc, je me tire.
Passe-moi l'expression. Et donc, cette génération du moi, c'est aussi grave. OK. Parce que c'est la psychologie du bien-être. Donc, je ne suis pas bien là, ben, je vais ailleurs. C'est parce que je ne suis pas bien, c'est tout. Oui. Okay. Je vois. Alors, je dis, c'est l'une des, à mon sens, des choses qui est négative dans cette génération du moi. Je vois. Alors, nous allons quand même progresser dans notre échange. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de dire que les couples religieux divorcent moins que les autres couples? Si je fais une évaluation des couples que je rencontre, religieux ou pas, j'ai pas de chiffres, comment on va dire, officiels. Je te parle de ce que moi je vis dans l'exercice de ma profession. Je vais rencontrer, disons, autant de couples non chrétiens, c'est-à-dire religieux, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui croient en Christ, il y a aussi les couples bouddhistes, musulmans ou autres religions. Juifs, voilà, des témoins de Jéhovah, voilà. Oui, mais c'est des chrétiens. Des chrétiens, ou pas, puisqu'il y en a qui croient en Allah. Et d'autres qui sont sans religion. Sans religion. Le nombre de couples qui se disent avec religion, il est moins important dans une démarche de divorce que celui qui est sans religion. Okay. Je m'explique. Le fait qu'ils ont certaines fois une éthique, ça les limite quelque part. Et ça leur permet d'avoir une adhésion à un style de vie. Pas seulement éthique, aussi interdit, aussi des interdits. Oui, des interdits. Et quand je parle d'éthique, c'est justement tout ce qui va temporiser les croyances et les comportements. D'accord. Et de ce fait-là, ils vont avoir quelque part des garde-fous. Seulement, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas divorcé. Officiellement, ils n'auront pas divorcé. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas divorcé. Ils vont cohabiter, quoi. J'observe quelque chose. Dans ma consultation, je me rends compte pour les couples que, en fait, la démarche des personnes qui ont une identité religieuse, donc une démarche spirituelle, donc j'aime bien aussi présenter ça sous l'angle d'une démarche spirituelle, s'interroge sur, fondamentalement, est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans la façon dont on m'a présenté la possibilité de rester ou de quitter notre couple? Est-ce qu'il est justifié que je continue de souffrir autant? Donc, la question souvent des gens, c'est si j'ai commencé à comprendre que je suis plus important que mon couple, est-ce que je dois laisser mon couple dicter mon bonheur? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une solution biblique ou spirituelle pour intégrer le fait que je peux quand même divorcer? Souvent, il y a un besoin de déculpabilisation. Donc, les gens posent la question aussi comme ça. D'autres arrivent là en sachant qu'ils se sentent autorisés, même dans une démarche spirituelle, à divorcer, mais ils veulent quand même, puisque au sein des communautés religieuses, quelles qu'elles soient, il y a quand même une campagne de sensibilisation sur le fait de bien conduire sa famille, d'améliorer les rapports au sein de la conjugalité. Donc, les gens veulent essayer quand même, y a-t-il encore des solutions que nous pourrions mobiliser ensemble? Okay? Cela dit, je reçois quand même beaucoup de personnes qui, sans l'engagement spirituel au meilleur niveau, tout le monde a reçu une formation spirituelle. Oui. Quasiment. Oui. C'est rare que les gens n'aient pas reçu ça. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui, sans religion, souhaitent trouver des éléments de compréhension. Comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi nous n'arrivons pas à être heureux. Y aurait-il encore des solutions pour éviter le pire ou ne serait-il pas le bon moment d'en arrêter? Voilà, ils veulent vérifier. Je vois. Donc, effectivement, moi, par rapport à ce qu'a dit Sandrine un instant, à cause de l'interdit lié au divorce, à cause aussi de ce qu'on reçoit comme instruction, comme aide, forcément. Toutefois, l'Église est un microcosme de personnes au caractère différent. Et ce qui est observable, c'est que je n'ose pas divorcer, mais ils vivent dans leur couple divorcé. Oui. Ils n'osent pas divorcer. Divorce émotionnel. Mais ils vivent dans un couple divorcé.
Tout à fait. Et économique. Et économique. Mais ils sont divorcés. Effectivement. J'avais D'accord. oublié celui-là. Donc, comme je dis, ils cohabitent. C'est ça. C'est ça. Ils cohabitent. Mais ça, c'est pas une vie de couple. Alors, il y a ceux qui attention, il y a ceux qui cohabitent en paix. Oui. Qui habitent en paix. Et d'autres Oui. qui cohabitent avec, avec un sentiment conflictuel, quoi, un état conflictuel permanent. Il y a ça aussi, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi une modalité, on ne l'a pas évoqué, mais on ne divorce pas parce que la séparation du bien, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la séparation du bien, on a construit ensemble, j'ai construit sur ton terrain, tu as construit sur mon terrain. Bon, écoute, je comprends que voilà, quoi, si vendre ça, c'est aussi perdre un bien sur une propriété familiale. Donc on peut tomber d'accord sur le fait que bon, ben, on a chacun une chambre. Et on s'accommode de ça. Et puis, il y a bien plus de gens qu'on ne l'imagine qui vivent ainsi. Oui, Absolument. tout Mais à le fait. divorce a été consommé sur plusieurs plans. Plusieurs plans. D'accord. Oui. Donc, en termes de couple religieux et non religieux, on est à peu près sur... Les logiques de statistiques, à mon avis, ne vont pas nous révéler grand-chose. Oui, tout à D'accord. fait, c'est ça. Ok. C'est Mais ça. l'approche peut être différente. L'approche de ce est que différente. j'entends. Oui, la D'accord. démarche change. La démarche change. Ouais. Alors, et parmi les causes du divorce, même si Jean-Claude Baltimore a évoqué certaines causes tout à l'heure, quelles sont les plus fréquentes? S'il fallait citer par exemple 5 causes les plus fréquentes du divorce, qu'est-ce qu'on pourrait citer? 5 causes, c'est beaucoup. Jean-Claude a évoqué 7 motifs, donc c'est pas mal. Juste avant que mes collègues n'abordent, je voulais juste apporter une petite précision. Se mettre en couple est naturel. Divorcer aussi. Oui. Alors, bon, je peux citer. C'est pour ça que ça se gère. Mon cher Franz, mon cher Franz, oui, je peux citer l'incompatibilité caractérielle du caractère, du caractère, l'infidélité, les violences conjugales et aussi la non-satisfaction dans le comblement des attentes et des rôles attendus. Oui. Ok. Ah, moi, je dirais... je vais dans le sens de Jean-Claude, mais je rentre un peu plus dans le détail. En termes d'argent, on a beaucoup de divorces économiques, c'est-à-dire réorganisation financière en début de mariage, avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage. Et la notion du patrimoine, la notion du patrimoine, de la répartition des biens. Beaucoup de personnes vont justement investir et puis l'argent qu'ils ont investi dans ce patrimoine-là va être une cause de divorce. Ouais. Une très grande cause de divorce parce que tu as toujours investi plus que moi ou j'ai toujours investi plus que toi. Donc du coup, c'est une grande cause de divorce à un certain moment de la vie du couple. Il y a aussi la gestion de la sexualité en fonction du développement de l'être humain, de la femme et de l'homme. C'est une des causes principales, c'est-à-dire, et c'est là où on parlait de divorce émotionnel, divorce physique et affectif, ils ne sont plus en jonction, donc ils se séparent par rapport à ça. Il y a aussi le divorce social, je m'explique, c'est-à-dire que la gestion des familles d'origine, de la belle famille, des voisins, des amis, fait que finalement, ça va être une cause suffisamment importante en termes de motif de divorce. C'est-à-dire, tu t'entends plus avec ma famille, tu t'es jamais entendu avec elle, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et bien là, ça veut dire que ça va plus avec mes amis, avec mes voisins. Parce que l'individu a des groupes d'appartenance, il a des affiliations, il a des clans. Et certaines fois, les clans sont contre l'autre conjoint et vont favoriser la séparation. Ok. Alors, je peux ajouter quelque chose d'autre. C'est que je vais ajouter quelque chose dont je désigne comme étant le malentendu du choix amoureux. Effectivement, beaucoup de gens se marient sur le coup des émotions, des sentiments, et pas de la raison. Et donc, durant les fiançailles, c'est la période de séduction, il y a un screen, et donc l'autre, on ne voit pas. Il est en mode séduction, donc il ne montre pas son mauvais côté. Et d'ailleurs, on dit après, on va t'évaluer côté comme ça, quoi. Et maintenant qu'on s'est marié maintenant, chasse le naturel revient au galop, et on se rend compte qu'il y a héros la personne.
et ça pose problème. Et alors, arrivé là, 1 an, 2 ans, eh bien, 3e année pratiquement, il y a divorce, séparation, parce que ce qu'on a en tant que femme, en tant que mari, ce n'est pas ce qu'on a désiré. On a transféré cette personne-là un idéal, mais c'était des choses, j'allais dire, subjectives, hein, pas assez objectives. Oui. Finalement, Oui. il se fait que là, on a un problème. Et C'est on ne vit pas super. bien. Super. Alors, arrivé à ce stade-là, ce n'est pas un échec. Oui. Il y a quelque chose à faire pour... chacun doit être perçu comme il est et voir comment on va faire avec, comment on va travailler pour avancer, pour bonifier la relation quand même. C'est possible. Hein? Alors, l'homme à tout moment, la femme à tout moment peuvent changer. Tout à fait. Donc, Mais en fait- ça demande un travail sur soi Donc, en fait- et sur le couple. Ce que tu dis, c'est qu'au départ, chacun a un projet rêvé. Oui, le projet Chacun idéal. a son imagination fertile sur la manière dont il sera heureux dans cette relation de couple. Oui. Le fait de se mettre ensemble va révéler dans le champ du réel, Des divergences. non plus dans le champ du subjectif, ce que c'est réellement l'autre et ce que je suis réellement à l'autre. Et par rapport à ce que tu dis, Sandrine, donc ça va se révéler sur le plan de la gestion de l'argent, sur le plan de la pratique de la sexualité, sur le plan de la gestion des vies, de la relation sociale, de la sociabilité autour du couple, sur le plan de la gestion des affaires courantes de la maison, sur le plan de la gestion de sa propre personne en contact permanent dans une intimité avec une autre personne. Donc en fait, le projet rêvé va rencontrer la réalité et dans la réalité, la désillusion va commencer à s'exprimer, à se matérialiser, la frustration, le désenchantement à cause de cette distinction entre le projet rêvé et le monde réel, puisque le fait d'être vraiment ensemble, là on a le monde réel, on n'est plus dans une approche du monde réel, ça va déclencher une désillusion, des enchantements et l'incapacité de mettre en œuvre les mécanismes réparateurs Tout à fait. va La signer gestion. la fin du couple. Gestion. C'est pour ça que Jean-Claude disait Absolument. avec bonheur, s'ils entreprennent un travail sur l'identification de ces mécanismes, il y a possibilité de De sauver prévenir le couple. et d'améliorer l'enchantement dans le couple. D'accord. Alors là, Franz s'est bien dit, et là, je crois, alors je ne vais pas dire, Franz, que c'est une obligation, mais je pense que c'est une obligation. Oui. dis ce que tu penses. C'est une injonction, Oui. injonction comportementale. Oui. Je pense que les gens qui pensent au mariage devraient recevoir une formation sérieuse avec des intervenants compétents Et qualifié. et qualifiés sur une durée minimale de 9 9 mois, une grossesse. Ouais. Non, mais en général, un cursus de formation, c'est 9 mois minimum. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, C'est l'année de ça. formation scolaire, c'est 9 mois. C'est 9 mois. C'est ça. À fin mai, on a Ok. fini le C'est programme. ça. Exact. Mais Alors, alors, je dis encore, hein, c'est pas un truc kiki, hein, avec des formateurs, des intervenants compétents et qualifiés. ok. Alors, justement, sur cette question de divorce, que dit réellement la Bible sur la question du divorce? Alors, on ne va pas rentrer dans trop de détails non plus, mais voilà. Quel est le positionnement de la Bible par rapport au divorce? Alors, effectivement, c'est difficile parce qu'on n'a pas le temps pour développer tout cela. Alors, réellement, il nous faudrait faire l'exégèse des textes qui parlent du divorce. Mais déjà, observons que dans la Bible, lorsqu'on parle de divorce, c'est lié à un problème sociétal. C'est dans Deutéronome 24, 1 à 4. Hein, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après, à lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Ok. Et c'est ce qui est dit. Et maintenant, que ce soit Jésus ou Paul, ils vont parler autour de ça. Car les pharisiens vont poser à Jésus la question, est-ce que c'est normal d'envoyer une femme et Jésus répond, qu'a dit la loi, qu'a dit Moïse? Et Jésus dit pardon, que Moïse a dit ça à cause de la dureté de votre cœur. Parce qu'à l'époque, la femme ne divorçait pas. Hein. C'était l'homme qui divorçait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Encore donc- une forme d'inégalité injustifiée. Mais oui. Et donc, l'homme avait déjà 5 épouses, mais pour avoir 6, il faut avoir plus d'argent, parce que c'est pas comme ça. Il faut avoir de l'argent pour avoir une épouse en plus. Oui. Et donc, il n'a pas cet argent-là. Donc, il dit, bon, mais toi, tu es la plus vieille, ben, dégage, et puis je prends une autre.
Alors Moïse a dit non, il faut faire un courrier et motiver ce courrier-là, quoi. Ouais. Donner une lettre. Légitimer la chose. D'accord. Une couverture juridique. Ok. D'accord. Alors maintenant, dans Malachie 2, verset 16, il est dit que Dieu... Alors, je hais la répudiation, dit Dieu. Oui. C'est Malachie 2, 16. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que, par rapport à cela, parce que cette femme qui est répudiée, elle devenait SDF. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritage. Oui. Et c'était honteuse, et donc sa famille pouvait ne pas la recevoir. Oui. Et donc, c'était soit la prostitution ou partir en exil. Oui. Donc, c'était une femme malheureuse, quoi. Oui. Donc, pas de pension alimentaire, Oui. et forcément, liée à Perte elle-même. de statut social. Et donc, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Alors, si on retourne sur Marc 10, 1 à 9, où Jésus répond aux pharisiens sur le divorce, et c'est une question piège. Alors, est-il permis de répudier sa femme? Alors, Jésus va répondre. 1. Il les renvoie à la loi de Moïse. On peut répudier sa femme avec une lettre de motivation. 2. Il y rappelle la motivation de Moïse. C'était à cause de la dureté du cœur des hommes, à l'écart de leur épouse. 3. Il rappelle maintenant la volonté première de Dieu concernant l'union de l'homme et de la femme. Donc, un homme mûr, mature, autonome, pour se coller à sa femme et pour devenir une seule chair. Donc, un devenir, ce qui veut dire une démarche d'humanisation de l'un et de l'autre pour arriver à cela. Ok? Maintenant, il est prouvé actuellement qu'il faut entre 10 et 20 ans pour qu'un couple arrive à la fusion d'une seule chair. 10 ans pour les plus forts, 15 ans pour les moyens et 20 ans. 20 ans pour les moins rapides. Non, les moins rapides, 20 ans. D'accord, ok. Ouais. Ok. Quatrièmement, il fait une recommandation que l'homme n'arrête pas ce processus voulu par Dieu. Oui. Ok. Mais notons, nous sommes toujours dans un contexte entre l'homme et la femme était la perdante. On est d'accord sur ça? C'est sociétal. Alors, est-ce qu'actuellement, aujourd'hui, cette chose est à considérer de la même manière? Pas vraiment. Les conditions ayant changé. On observe, cinquièmement, il met en égalité l'homme et la femme. Là, on observe une évolution. Il dit que l'homme qui répudie commet une faute, et la femme qui répudie, donc qui quitte son mari pour un autre homme, aussi commet une faute. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus porte un bémol à la prescription de Moïse. Dans Matthieu 5, 32, il dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'espouse est devenu adultère. Et là, maintenant, nous acceptons de la chrétienté l'idée que la seule cause valable biblique pour le divorce serait l'infidélité conjugale. Ok. D'accord. Mais j'aimerais quand même dire deux autres choses concernant cela. C'est que je rappelle que notre communauté religieuse reconnaît comme cause de divorce l'infidélité conjugale et la violence sous toutes ces formes. D'accord. Okay. Alors maintenant, revenons sur le souhait de Jésus rapporté en Marc 19. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Ça, c'est une question que je me pose. Ellen G. White, qui est une auteure bien connue dans notre milieu, a écrit dans son ouvrage Le foyer chrétien, page 76, Satan s'efforce sans relâche de précipiter les jeunes sans expérience dans le mariage. Il continue, ces mariages hâtifs entraînent des séparations diverses. Ma question, est-ce qu'on peut considérer ce type de mariage comme étant un mariage voulu de Dieu et est-ce qu'on est obligé d'y rester? Dans le manuel du pasteur adventiste, il est dit un pasteur adventiste ne devrait jamais célébrer un mariage s'il n'a pas l'intime conviction que Dieu approuve cette union. Est-ce un mariage inspiré par Satan et qui n'a pas reçu l'approbation de Dieu est concerné par que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pour conclure, les textes bibliques ne disent pas de ne pas divorcer. En fait, quoi qu'en pensent certains, ils ne font que valoriser le mariage par rapport au divorce. Le mariage est valorisé par rapport au divorce. C'est à travers le contexte historique et social qu'il faille comprendre les textes bibliques qui font allusion au divorce. Mais cette fusion qui doit assurer la pérennité du mariage n'est pas automatique. Et ce que beaucoup de gens mariés pensent.
le fait qu'ils ont eu la lune de miel, qu'ils sont une seule chair. Non, ça demande une humanisation des deux personnes et ça prend un certain temps. Il y a un travail à faire. Ce processus d'humanisation échoue, infecté par la maladie conjugale, évidemment, la séparation ou le divorce sonneront le glas de cette union. D'accord. Merci beaucoup. Très complet cet apport. Oui. Merci. Alors, mais justement, certains couples qui divorcent, il y a aussi des enfants impliqués dans cette situation et c'est pourquoi nous avons précisé que le thème de notre émission est comment l'annoncer aux enfants. C'est-à-dire qu'on s'intéresse là à l'impact que ça pourrait avoir sur les enfants. Déjà, est-ce que, Franz, tu peux nous dire quelles peuvent être les conséquences du divorce sur les enfants? Les conséquences, c'est une dévastation. Parce que le foyer, hein, donc la vie de famille, ça comprend la maison, les voitures, les programmes qu'on a ensemble. En fait, la vie de famille. La vie de famille qui est garantie normalement par une bonne gestion du père et de la mère, en cas de divorce, va se découdre. Oui. Il va dire la vie par contre, il faut filer. Bon, le problème, c'est que les enfants besoin que ça soit cousu, que ça tienne. Et la désillusion va arriver. C'est-à-dire que les enfants vont commencer, alors ils ont commencé à percevoir, bien avant que les parents n'envisagent de parler de divorce, papa et maman, ils ne sont pas bien ensemble. Et certains enfants même expriment, hein, pourquoi vous êtes ensemble, puisque vous traitez pas bien. Donc les conséquences sur les enfants, lorsque le conflit conjugal est caché, parce que certains parents, certains membres du couple savent faire semblant que tout va bien. On sait sauver les apparences. Donc, annoncer à des enfants qui n'ont pas perçu le déroulement ou le développement du trouble de la relation du couple n'a pas les mêmes conséquences que sur des enfants qui ont intégré depuis un moment, toi et maman, toi et papa, vous n'êtes pas heureux ensemble et vous faites plus de dégâts qu'autre chose. Vous faites des dégâts sur nous parce que vous créez de l'instabilité émotionnelle, vous créez de l'instabilité sur nos projets de vie, vous créez un trouble dans notre organisation de vie habituelle. Donc, ce n'est pas tout à fait la même façon ou les mêmes conséquences sur les enfants. Donc, si on n'a pas vu arriver, ça va créer un traumatisme. Mais parfois, les parents peuvent vouloir protéger les enfants en cachant ces moments de conflit. Oui, ou ne pas assumer la vérité de la désillusion à deux. C'est ça. Donc, il y a aussi le fait de se reprocher, qu'est-ce que j'ai fait là, je regrette, j'ai du mal avec moi-même, je ne me sens pas bien heureux à l'idée que j'ai fait cette bêtise-là, en plus du fait qu'on nous avait perçus comme étant un super couple. Et comment on va faire savoir à toute la population de gens qu'on fréquente qu'en fait, on s'était bien planté et que ce que j'avais cru, ça ne marche pas. Donc, alors déjà, il faut se réconcilier avec ce que l'on prétend avoir commis comme erreur dans le choix qu'on a fait. Parce qu'il faut un travail sur ça, ok. C'est pour ça que l'aide, l'accompagnement des couples est très utile pour que les gens prennent le temps de la réflexion. Mais les conséquences sur les enfants sont diverses en fonction de ce qu'ils ont perçu, en fonction de leur âge. Oui, d'accord. On ne parle pas des mêmes choses quand on est ado ou quand on a un enfant de 3 ans. Donc tu mets l'accent. Un bébé, il n'est pas conscient que... Ouais. Non, le bébé est conscient que quelque chose ne fonctionne pas bien. Mais il n'a pas la pensée construite sur la notion de la conjugalité. Il perçoit que le climat n'est pas bon. Okay? C'est comme s'il a senti fouette. C'est ça. Bon, mais il n'a pas les mots. La perception qu'il a du couple n'est pas tout à fait la même. Okay? Donc, en fonction de l'âge, les effets vont différer. Absolument. Vont diverger, vont être complètement autre chose. Okay? Oui. De l'âge et de la construction mentale de l'enfant aussi. Ça dépend de l'âge mental. Puisque le développement, c'est ça. Le développement émotionnel, le développement mental, le développement social aussi, le développement social. Tout ça, c'est OK. C'est pas pareil. D'accord. On a aussi, par rapport à ce que tu dis, France, on a aussi constaté le syndrome post-traumatique chez les enfants, de parents divorcés, quand les enfants, justement, comprennent ce qui se passe réellement. Les conséquences réelles. Voilà. Ça ne s'imagine pas, ça se déroule. C'est ça, ils découvrent ça. Comme s'ils sont partis à la guerre, quoi. D'accord. Parce que certains divorces sont pires que la guerre. Oui, ça dépend aussi comment... Alors, on parle bien l'annonce, hein. L'annonce, l'annonce. Oui. Déjà, on est dans l'annonce, les conséquences de l'annonce. On n'est même pas dans les conséquences de le vivre. Parce qu'avec le divorce, il y a aussi la recomposition familiale.
Oui, Et la recomposition familiale, ce n'est pas encore forcément autre- un remariage. c'est ça, c'est encore autre chose. Les gens... Oui? Il y a aussi une forme de culpabilité qui va naître en enfant, Oui, certains enfants se sentent coupables, surtout responsables de en ça. fonction de comment Oui. les parents parlent. Oui. Ou bien la maman qui dit, écoute, hein, c'est à cause de toi que je suis avec ton papa, c'était pas toi, c'était C'est-à-dire pas les vous. désaccords sur l'éducation de Oui. l'enfant Donc, participent des causes du divorce. Ouais, aussi. D'accord. Ok? Donc il y a la culpabilité. Donc il faut bien... Oui. Donc rassurer là, l'enfant. on met l'accent sur l'importance d'être authentique vis-à-vis des enfants, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de les accompagner dans l'histoire qu'ils vont se raconter par rapport à ce qu'ils vont voir dans le cadre familial? Les accompagner par rapport à l'histoire qu'ils vont se raconter sur les conflits. On disait que certains enfants peuvent dire que c'est à cause d'eux qu'il y a un Oui, conflit, ça, c'est etc. fréquent. Donc, il y a l'idée d'être transparent. Est-ce qu'on peut parler de transparence Non. avec l'enfant? Ce qu'on dit dépendra encore de l'âge. Tout dépend de C'est ça. l'enfant. Il Oui, ne faut pas ça oublier qu'il y a le dépend. conflit de D'accord. loyauté. Ok, Oui, alors oui. regardez. Donc, c'est le parent qui Le conflit évalue. de loyauté. Oui, parce que... Attends. Juste Vas-y, là. Le vas-y. conflit de loyauté, là, ok, c'est super important parce que la culpabilité va aussi développer le conflit de loyauté. Oui. Bon, donc, déjà, je suis coupable qu'ils se sont séparés, alors il faut que je répare. Donc, le je répare, c'est je dois être le plus loyal possible avec les deux. Bah oui, parce que je suis coupable de leur truc là. Donc, le conflit de loyauté, c'est je dois m'arranger pour que chacun d'eux se rende compte que je les aime pareil. Peu importe les conneries que chacun va pratiquer. Donc, on va vivre avec des secrets. On ne va pas dire des choses que papa ce que fait. j'allais dire. On Quel n'est pas là. On ne va pas paradoxe. dire des choses que maman fait à papa. D'accord. On va protéger le mode d'existence des parents après la séparation. Une des difficultés, c'est que certains membres d'anciens couples, qui restent un couple parental, vont questionner, ouais, mais l'autre, il fait quoi? Est-ce qu'il est un bon parent sans moi? Oui. Ou est-ce que je ne suis pas meilleur et qu'on ne devrait pas négocier? Parce que entre le moment de la séparation et le moment de l'ordonnance de garde, il va se passer du temps. Donc les parents vont se battre pour savoir qui aura la garde régulière. Il y a des hommes qui exigent la garde régulière. Il y a des femmes qui estiment que comme je suis une femme, je dois la garde régulière. Et dans ce temps-là, entre la séparation effective de corps et l'ordonnance du juge qui va dire qui a la garde régulière ou est-ce qu'on est en garde alternée, l'enfant aura un gros conflit de loyauté parce que chacun va essayer de cumuler les preuves qu'il est le meilleur parent. Ça crée un trouble psychologique majeur chez l'enfant. Et là, forcément, les conséquences sur la scolarité, ça ne va pas louper. Ok. Parce que l'énergie que l'enfant a pour l'école va passer dans la gestion du conflit. Du conflit à la Mais maison. et il y a aussi hein, l'enfant qui va y les deux ou l'un qui va décider, bon, je vous hais parce que vous divorcez. Et donc, Alors, c'est assez rare que les enfants détestent leurs parents. Honnêtement, Ouais, j'ai mais ça arrive déjà. ça peut arriver, mais c'est rare, vraiment. Et puis- C'est rare. Sauf s'il y a eu un parent qui a été maltraitant Ouais. et qu'à cause de cette maltraitance de l'enfant, l'autre parent décide de protéger son enfant sur ses parents. Parce que ça existe aussi, hein, Ok. la Sandrine, maltraitance des vous voulez enfants. rajouter Alors, quelque chose? moi, je viens plus en amont, hein, parce que ce que Jean-Claude et France sont déjà dans vraiment le divorce qui est en train de se faire. Oui. Comme on est encore sur l'annonce par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est comment être transparent et authentique. Et il faut aussi, le parent doit être dans un discernement systématique, parce que l'enfant, c'est pas un voyeur. Il n'est pas là pour aussi être au même stade que ses parents. Il n'est pas obligé de tout savoir, justement pour éviter tout ce qui est en train de se décrire par rapport au traumatisme et aux difficultés que l'enfant va vivre quand il y aura vraiment divorce consommé, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que dans l'annonce du divorce, c'est comment peser ses mots. Ne pas dire « je ne le supporte pas ». C'est peut-être dire maman et papa, on n'arrive plus à vivre ensemble ». Ou « ton père, c'est un menteur ». « Ton père, il m'a trompé ». Ou « ta mère, elle a été ailleurs. Elle a dépensé tout notre argent ». Peser ça, parce que l'enfant n'est pas censé porter ça sur son dos. C'est ça. Pour justement éviter cette culpabilisation qui se met en place. À cause de moi, maman a dû faire telle ou telle chose. Ou papa, maman, elle a pris tout le temps avec moi, donc papa a dû voir ailleurs.
L'enfant n'est pas là pour supporter tout ce qui se passe dans l'intimité du couple. Il y a aussi le temps de la réflexion, c'est-à-dire que dans ce moment où un tsunami arrive, comment le parent va être en capacité et en aptitude de prendre du recul pour ne pas entraîner les enfants dans ce tsunami. Donc la réflexion est importante. Peser ses mots, réfléchir aussi avant d'agir et rester quelque part dans une certaine neutralité, bien que je n'aime pas ce mot, pour éviter le conflit de loyauté que France est en train de... De loyauté invisible. Voilà, c'est ça. Et comment, quelque part, avoir un discernement tel pour permettre à l'enfant, qui a une part des deux en lui, d'exister avec les deux en lui. Tu vois? Il y a une difficulté. En fait, c'est les rassurer. Dans ce que Sandrine évoque, il y a une grosse difficulté. Dans l'idéal, il faudrait qu'on arrive à ça. Vraiment, OK? Pour limiter la casse. OK? Parce que c'est vraiment de la casse. C'est du démantèlement, en fait. Destruction. C'est qu'on met la famille, comment ça s'appelle? À la casse. On va la démantibuler. Ouais. Comment bien se séparer quand on ne sait pas bien vivre ensemble? C'est ça. Parce qu'en fait, c'est les mêmes compétences qu'on mobilise C'est ça, en fait. pour travailler à la séparation que pour travailler au fait d'être ensemble. Donc, la probabilité qu'on soit dans la maîtrise d'une bonne communication, qu'on soit dans la bonne gestion des pensées, des émotions et des comportements, la probabilité qu'on soit dans ça est quasiment nulle. Et c'est pour ce motif que je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude, avec toi aussi, Sandrine, sur le fait que il faut envisager de se faire accompagner. Sans vous faire accompagner, je vous y encourage amplement, la probabilité de rentrer dans le projet, selon ce que dit Sandrine tout à l'heure, est quasiment nulle. Oui. Parce que c'est parce que vous ne savez pas traiter la relation que vous ne saurez pas traiter la séparation. D'accord. C'est les mêmes compétences. À France, ce qui se rajoute à ça, c'est l'instinct parental. Certaines fois, bien qu'on ne sache pas gérer notre conjugalité, parce que nous sommes parents, il y a quelque chose qui va quelque part se développer, une petite retenue, bien qu'on ne sache pas exactement ce que dit France là. On ne sait pas vivre ensemble, comment on va faire pour vivre ensemble, pour se séparer, quelque part. Coordonner ensemble pour se séparer. Et à ça se rajoute cette notion de parent. Et souvent, ce qu'on dit, c'est « Ok, on n'est plus dans une conjugalité, mais on est dans une équipe parentale. » On appelle au développement de facultés parentales. On permet aux individus de développer un instinct de protection. C'est-à-dire, parce que je dois protéger mon enfant, on est là, comment l'annoncer à ses enfants? Parce que ce sont des enfants, des personnes vulnérables. Comment mettre en place une protection, c'est-à-dire comment être contre nature en gros. D'où l'accompagnement. Oui. Comment développer, mettre en relief un tel instinct qui va permettre aux enfants d'être protégés dans ce tsunami. Mais il y a une solution, c'est la seule d'ailleurs. Même si, pour des parents mûrs, même s'ils ne sont pas d'accord dans la vie de tous les jours, d'ailleurs ils pensent à divorcer, c'est se mettre d'accord, comme tu dis, pour aller causer aux enfants et pour les protéger. Mais apparemment, Nathalie et son mari sont dans cette démarche de bien-être pour leurs enfants. Et donc, c'est cela. Oui. Mais ça n'oublie pas le fait que ce n'est pas seulement les avocats qui doivent être des conseillers, mais il faut penser aussi à des professionnels compétents, personnes compétentes dans la vie familiale, comme le psychologue, la psychologue, comme la conseillère conjugale, le conseiller conjugal et familial, et comme aussi la médiatrice, le médiateur familial. Et il faut aussi, il y en a pour aussi le conseiller spirituel, pour les aider dans ces démarches-là. Je vous dis encore, des personnes compétentes.
Oui, il y a vraiment des Pour les aider. professionnels de la Parce que- relation du couple. Ok, parce des que- professionnels. oui. D'accord, il y a différents genres de professionnels, mais on est complémentaires et on a chacun quelque chose d'intéressant. Et nous ne travaillons pas dans l'exclusion des autres professionnels C'est ça. nous-mêmes. Hein. C'est ça. Il C'est faut tout à savoir fait. aussi C'est dire, important. vous avez, par exemple, je suis à l'aise avec mon travail de dire, il est bon de vous approcher d'une médiation familiale pour traiter des aspects pratico-pratiques de la manière de faire par rapport à des réalités de la vie, puisque vous êtes déjà d'accord sur le fait que vous n'avez pas envie d'être un couple encore. Mais vous pouvez faire aider pour comprendre les tenants, les aboutissants, les mécanismes, les aspects pratico-pratiques de ça. Par contre, moi, je peux travailler sur vos motivations. C'est ça. Ça, c'est mon job, je suis à l'aise pour le faire. Parce que- Parce que moi, je n'ai Souvent, pas la je travaille méthodologie de avec Sandrine, je les... ne saurais pas Voilà, faire ce qu'elle fait, c'est c'est ça. impossible. On n'a pas les mêmes Je ne saurais pas faire compétences, comme un conseiller mais on est spirituel parce que complémentaires. je ne suis pas en D'accord. position de pastorat là. ok? C'est important. Parce que devant la situation, hein, ça peut déraper. Hein. Même si on aime les enfants, même si on désire le bien-être, mais on peut vouloir justifier pourquoi je divorce et dire mais parce que ton papa m'a trompé et ta maman Oui. me privait, etc. Ça peut aller loin. Oui. Donc il faut être encadré, il faut un cheminement avec des professionnels compétents pour pouvoir arriver mieux, à mon sens. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, et je vous redonne la parole, c'est que le divorce peut être une opportunité aussi pour faire maturer les enfants. Wow, alors là, il va bah. falloir que tu, Oui, tu nous expliques. les enfants et les divorcés aussi. Oui, les divorcés, forcément, Aussi. parce que Aussi. tu ne bosses pas pour les enfants là, Aussi. tu bosses pour tout le monde. Non, c'est-à-dire que lorsque la familiale, enfin la vie conjugale, Oui. est ce qu'elle est toxique, Oui. maintenant, si divorcé, on resserre les liens avec les enfants, Oui. on les voit, ils peuvent mieux autrement, dans un autre vivier, avec d'autres choses, c'est vrai. Alors, Bon. je vais illustrer ça, pour que vous puissiez saisir ma pensée. Bon, on ne fait pas ça tout le temps. Pas, voilà, on n'est pas en train de se dire, chouette, il y a un divorce, on va aider les enfants à mûrir. C'est pas C'est ça. ça, hein. tout à C'est pas fait. de ça que je Bien parle. préciser exactement. que c'est Je vais pas- l'illustrer. Non, Je dis- c'est par rapport au cadre de vie. Oui, antérieur, bien sûr, donc bien sûr. ça, Oui, oui. Mais c'est pour oui, qu'on oui. comprenne ma pensée. Voilà, je reçois une femme avec ses 2 filles et bim, mon mari et moi, on babille beaucoup. Et ça traumatise nos enfants. J'en ai une qui prépare des examens, j'en ai une autre là qui est encore un peu jeune et puis elle ne comprend pas, elle est complètement bouleversée à chaque fois. Quand on me décrit la situation d'un mari que je n'ai pas reçu, je comprends, avec les peu d'éléments que j'ai, on a fait une personnalité problématique, ok? Faut admettre que les êtres humains, on peut être tordus, on peut être handicapés, on peut être malade mental, voilà. On a toutes sortes de troubles possibles. Et là, je me dis, bon, pour aider ces gamines-là, vous savez, les enfants, des fois, les adultes ont vraiment des problèmes personnels importants. Et il nous faut apprendre à vivre avec eux aussi. Il est possible, en fonction de ce que j'entends de votre papa avec vous, puisque tout le monde contribue à me dresser un personnage, Oui. qu'il souffre de telles problématiques. S'il vous plaît, considérez que s'il ne guérit pas de ça, toute sa vie, il va poser ce problème. Et il faut apprendre à vivre avec ça. La question, c'est comment vivre avec des gens qui ont une personnalité problématique, et en particulier celle-là. C'est une occasion d'apprendre. C'est douloureux. Mais dans la réalité, des fois, les enfants ont des parents avec une personnalité problématique, Oui. troublée. Et il faut qu'on les apprenne à vivre avec eux. D'accord. Et par rapport à ce que tu dis, je complète en disant en évitant de faire des enfants des parents. Oui. C'est ça. On ne va pas t'apprendre à t'occuper de ta maman, de ton Voilà. papa. Non. C'est ça. Toi, tu vas gérer ça comment? Pour toi. OK. Oui, la parentification. D'accord. ça, c'est Ah, vrai, on ne fait pas de la effectivement. parentification. Ça, là. c'est C'est une ça, grosse c'est ça. On ne les introduit pas dans ce chemin-là. hein. Tout à fait. Par Reste contre, des enfants. face à ça, toi, en tant qu'enfant, ce que tu dois comprendre, c'est ça. Et quelle est ta part de responsabilité dans le fait de ne pas déclencher plus de complications dans ce contexte d'ambiance de vie de famille? Voilà la place que tu peux occuper et comment tu peux gérer. D'accord? D'accord. Donc, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a nécessité quand même de consulter si Oui. on veut que les choses se passent dans de bonnes conditions. Meilleur. Voilà, dans des conditions meilleures, il y a nécessité de consulter les bons professionnels, Oui. se former Oui. à l'accompagnement des couples. Oui, sur les On bons est sujets. d'accord. Parce qu'on ne traite pas les mêmes choses, OK? Donc, alors, est-ce que vous voulez dire par là que systématiquement, le couple qui veut divorcer
et où il y a des enfants impliqués, est-ce qu'il faut qu'ils s'orientent directement vers un psychologue, un psychothérapeute, etc. Moi, je dis oui. Oui. Parce qu'avec le bouillon des émotions qu'on a, les rancœurs, les attentes On détruites... peut ne pas avoir suffisamment de recul par rapport à sa situation. Parce que c'est pas compliqué. Hein. Lorsque les émotions vont envahir le cerveau, eh bien, la raison n'est pas là. Hein. La raison est bâillonnée, et donc c'est après, quand les méfaits, on dit « Ah, je n'ai pas dû agir comme ça, c'était trop tard, mais c'est parti déjà. » Et quand une parole saute de ta bouche, elle ne t'appartient plus, cette parole-là. Et pour se défendre, on sort des choses. Non, je pense qu'il faut une maîtrise. Alors en fin de compte, hein, quelqu'un a dit il faudrait divorcer comme on s'est marié. À l'amiable. Ok. Ça paraît bizarre? Alors, c'est peu commun, mais je pense que tu vas développer ça. Ah, non, je vais donner juste un exemple. C'est une personne que France connaît très bien. C'est deux personnes qui sont séparées, ils ont un enfant ensemble. Et moi, je suis proche de ces gens-là. Très proche. Très, très proche. J'observe et je pose à la dame une question. Attends, dis-moi, c'est vrai que vous n'êtes plus ensemble? Elle me dit oui, pour des raisons. Elle m'a présenté ses griefs. J'ai dit ah bon, mais je ne comprends rien. Ils mangent ensemble le dimanche, en famille à toi. Ils vont à la plage ensemble. Quand l'un a besoin d'un service, l'autre lui rend le service, que ce soit de voiture, ou de l'amener quelque part, ou de faire une démarche personnelle. Je dis, c'est sûr que vous n'êtes pas ensemble. Il dit, on n'est pas ensemble. Et si le monsieur, le gars vient à la maison, à sa maison, chez elle l'accueille, l'embrasse, elle rentre à la maison, partout, sans problème, elle vit seule, sans problème. Et quand il parle, il l'accompagne, et vice-versa, aucune mésentente. Et l'enfant, ils vont au conseil de classe ensemble. Ok. Mais c'est super. Alors je lui dis, attends, il faudrait peut-être faire une thérapie, peut-être que vous avez gardé quelque chose. Ah oui, mais je dis, mais en tout cas, vous êtes mieux et plus... Mais ça, une vie sans hypocrisie, hein, c'est normal. Hein. Mais c'est particulier pour l'enfant parce qu'il doit comprendre que ses parents sont séparés ensemble. Non, l'enfant est au clair. L'enfant est au clair. Sur le fait que les parents soient séparés. Ils sont clairs. Ils ne sont pas un couple conjugal. Ils sont clairs. Ils sont un couple parental. Ils sont clairs. Mais ils savent qu'il a deux parents, chacun vit... Mais il a deux parents, il vit pleinement chez l'un, chez l'autre, sans aucun problème. C'est ça. Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, et c'est là où la complémentarité est assez intéressante, hein, parce que le psychologue, le psychothérapeute va travailler quelque part sur ce que ça produit chez le conjoint, chez l'enfant, dans son propre corps, dans ce contexte de séparation. Et moi, en tant que médiatrice, comment je vais dire ça, j'interviens sur tout ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire, je ne vais pas systématiquement travailler avec l'individu et ce que ça produit chez l'individu. Mais je vais travailler avec ces deux personnes qui divorcent, qui restent parents, comment organiser quelque part les suites. C'est-à-dire la résidence alternée, l'homologation d'accords, parce qu'en médiation, quand on est diplômé d'État, et c'est le cas pour moi, quand on va prendre des accords, on peut les soumettre au juge, les homologuer, et cela fait foi. C'est-à-dire ça fait preuve de jugement. Hein, ça peut être homologué par le juge aux affaires familiales. C'est ça. Ce qui veut dire que moi, je vais travailler sur comment, pratiquement demain, on va faire pour aller chercher l'enfant, pour le coucher, pour lui donner à manger. Et est-ce que, sur des choses toutes simples de la vie, est-ce que les deux parents sont d'accord avec ça? Et ça permet aussi, parce que certaines fois, dans les jugements de divorce, c'est très bateau. Mais ces jugements ne sont pas adaptés à la vie de chacun et à l'âge des enfants. Alors, ils viennent en médiation discuter de leurs particularités, le poser sur une feuille, l'homologuer et l'envoyer chez le juge.
Le travail des avocats est encore différent. Le travail du notaire est encore différent. Mais toujours se dire, qu'est-ce qui correspond à mon divorce, au moment où je divorce, pour que quelque part, ça ne fasse pas plus de mal à l'autre et à moi, mais surtout aux enfants. Aux enfants. D'accord. Et ça nous emmène à notre prochaine question. Est-ce qu'il y a une stratégie pour annoncer le divorce aux enfants? Est-ce qu'on peut établir peut-être pas un modèle, mais une façon de faire qui causerait le moins de mal possible? Alors, je pense que ce qu'on a déjà dit, on l'a évoqué. Oui, déjà, pratiquement. C'est vraiment de travailler avec les professionnels à réfléchir sur toutes les conséquences possibles et tout ce qu'on peut faire pour éviter de pourrir la situation. Donc, c'est une préparation en amont, se faire aider, se faire soutenir, réfléchir. Hein? D'accord. Mais est-ce que par là, vous déconseillez aux parents de le faire seul, de le dire seul aux enfants? C'est-à-dire, ça ne va pas, on réunit les enfants et on leur dit. Les parents peuvent dire chacun seul. Ça dépendra du niveau de conflit. Non, je n'ai pas dit que c'est bien. Bon, c'est pas. Voilà, malheureusement, les gens ne sont pas français, rien. Jean-Claude, on n'y peut rien. Non, c'est pas ça. Mais l'idéal, c'est pas que chacun va faire ses petites affaires et de son côté. Bon, parfois, la situation conflictuelle est ce qu'elle est et on n'arrivera pas nécessairement, pour tous les cas, à faire en sorte qu'ils soient ensemble. Une deuxième possibilité, c'est qu'on prépare les membres du couple à envisager de façon pratico-pratique en fonction de l'âge des enfants aussi. Parce que si tu en as un qui a 20 et un autre qui a 10, on ne parle pas de la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même réunion. Non. Vous comprenez? C'est pas on réunit le groupe familial et on fait la réunion. C'est pas ça. C'est en fonction de l'âge des enfants, on peut avoir des sessions de regroupement différents, différenciées, et on ne fait pas les mêmes choses. D'accord. Et en fonction de leur personnalité aussi. Et forcément, en fonction de la personnalité. Il y a toute une histoire de contexte. D'autre part, il y a aussi le fait de considérer, ça c'est un autre aspect, une autre façon d'envisager les choses, qu'on puisse les recevoir dans nos consultations, quel que soit, on peut être un lieu où on va pouvoir se parler parce qu'ailleurs on n'y arrive pas. Tout à fait. Et on va pouvoir entendre tout le monde. Donc dans nos consultations, on n'est pas obligé d'entendre tout le monde tout le temps en même temps, mais on peut les entendre un moment ensemble, on peut les entendre aussi séparément. Et ça marche. Hein? Le but, c'est de permettre aux gens de se dire, d'être compris et d'aider ceux qui ne peuvent pas les entendre dans leur quotidien à mieux les entendre. Ça, c'est super important. Je vais vous donner un autre cas de figure. C'est pour ça qu'il n'y a pas une procédure unique. C'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Le monde réel, c'est pas ça. Vous avez des fois les recompositions familiales qui échouent. Alors, la probabilité d'échouer une recomposition familiale est plus élevée encore que lors d'un primo mariage. Bon, donc ça veut dire qu'il y a ce cas de figure-là. On s'est mis ensemble, on s'est mariés, on a eu un enfant, mais chacun de nous, on en avait déjà avant. La conséquence du divorce n'est pas tout à fait la même pour celui qui est né de cette union que pour ceux qui existaient déjà. Et déjà, ceux qui étaient là avant, des fois, ils sont bien contents que ça casse la gueule. Parce que ça ne leur convenait pas. La façon aussi d'envisager l'annonce de cette probable séparation diffère encore parce qu'on est dans un contexte de recomposition familiale. Cet enfant qui est né de cette union-là, qui peut être un enfant unique de ce couple-là, n'a pas le même statut que les autres enfants que chacun avait avant. Oui. Juste aussi par rapport à, je vais dire audition des enfants, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment recevoir l'enfant et lui permettre quelque part de s'exprimer sur ce qu'il vit. C'est pas de dire ce qu'il veut qu'on fasse. Tu vois? Parce que certaines fois, il y a des parents qui divorcent et le divorce qui est déjà tellement compliqué, dans un divorce qui est déjà tellement compliqué, ils vont prendre la parole de l'enfant qui n'est pas mature certaines fois, qui n'a pas aussi cette capacité de supporter ce tsunami et cette vague. On va prendre cet enfant comme étant responsable d'une vie d'après le divorce, d'une vie future. Et quand on reçoit les enfants, de mon sens, quand je reçois les enfants, c'est quelque part, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton père que tu n'arrives pas à le dire en présence de maman ou tout seul? Est-ce que quelque part, la présence d'un tiers va rassurer
pour que tu puisses expliquer ce que tu vis, ce que tu aurais aimé aussi, quand tu aurais aimé, c'est-à-dire dans le sens où, je dis quelque chose qui revient souvent, mon doudou, le doudou. Le doudou revient souvent. Chez maman, j'ai un doudou, chez papa, je n'en ai pas. Tu vois? Et l'enfant n'ose pas dire que chez son père, il aurait besoin du doudou parce qu'il est dans un tel conflit de loyauté qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Et recevoir les enfants, non seulement pour l'annonce, mais aussi pour la gestion de cette déconstruction de... J'aime bien l'image que tu as prise, France, de mettre à la casse ce mariage, cette famille. C'est démantèlement. Comment mettre ça sur le dos de l'enfant? Et l'enfant a besoin de s'exprimer pour que ça ne lui fasse pas plus de mal que ça lui fait. Je reviens. Je suis catégorique. Vu les conséquences connues sur les enfants, donc il vaut mieux se faire accompagner par des gens préférables. D'accord. Parce que c'est baiser de soi, c'est culpabilité, c'est échec scolaire, et c'est aussi problème relationnel, amoureuse avec le futur. Oui. Donc, ça pose des problèmes. À mon sens, il faut se faire accompagner. Il faut le traiter. Pour acheter une voiture, on se fait accompagner par un conseiller. Donc, c'est ça. Non, d'accord. À mon sens. Alors, on n'est pas équipé pour tout. On n'est pas équipé pour toutes les situations que l'on peut rencontrer. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. C'est ça. Alors, on entend souvent des parents dire qu'ils ont attendu que leur enfant ait un âge raisonnable pour divorcer, sûrement pour limiter l'impact sur son développement. Que pensez-vous de cela? Je suis favorable. Il faut attendre. Je suis favorable avec les parents qui disent « j'attends ». Je ne vais pas dire à tous les parents « attends, ce n'est pas ma vie ». Mais quand un parent me dit « c'est pas le bon moment », pourquoi c'est pas le bon moment? Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Il y a des motifs parfaitement justifiés qui font qu'un adulte se rend compte que si je provoque le démantèlement de ma famille, maintenant les conséquences dramatiques seront plus lourdes que si je le fais à tel moment. Tout à fait. Parfait. D'accord. Mais et c'est autre chose. L'attente aussi peut être bonifiante. Et changer les perspectives. Oui, bien sûr. Et ce pour que le divorce envisagé soit Oui, aidé ça parce peut faire qu'on s'est fait accompagner, Ça peut on a faire vu les ça. choses autrement, et on a pesé le pour le contre, Ça et peut faire on a ça. grandi soi-même, et puis on dit, mais chérie, mais on continue, quoi. Alors, C'est ce qu'on ça. peut leur dire, est-ce qu'on peut leur dire, dans ta perspective, c'est, quand vous me dites ça, est-ce que vous ne pourriez pas profiter de réfléchir à ce qui a provoqué la situation qui vous fait planifier une telle séparation? Et qu'est-ce qui peut se passer Voilà. pour que les choses Mais s'arrangent? voilà, il faut leur proposer la possibilité de le faire. OK. Oui, et attendre, cette attente-là est aussi importante pour éviter certaines fois les placements. Parce que le conflit, il est tellement violent que les parents, le couple perd son aptitude à être parent. Ouais. À tel point que les organismes d'État sont obligés d'intervenir Oui. et de protection de l'enfance. délocaliser les enfants pour qu'ils ne puissent pas subir plus que ce qu'ils subissent. Donc l'attente est importante à partir du moment où on est dans cet esprit de l'attente. Oui. Mais pas pour, tu sais, parce que certaines personnes vont dire, oui, mais pour moi tout va bien, je peux attendre, mais en filigrane, il y a de l'invisible qui vraiment se met en place et crée une telle violence, une telle carence dans le développement de l'enfant que les gens, professeurs, psychologues, voisins, ou peu importe, se préoccupent des enfants plus que les parents eux-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, ils ont perdu cette aptitude à être parents. Et on est obligé de les placer, ces gamins. C'est ça. Il y a un élément de fait qui fait qu'on peut différer une séparation, que ce soit l'homme ou la femme. Vous pouvez être dans une situation économique à ce moment-là qui n'est pas favorable. Aussi. Par exemple, tu es en train de faire une formation professionnelle de reconversion. Donc, tu cherches un RE
allocation de retour à l'emploi. Maintenant, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, hein. Mais ton revenu n'est pas tout à fait le même que ce que tu avais et ne justifierait pas que tu puisses avoir un loyer à ton nom seul, plus toutes les dépenses que ça va occasionner, puisque la séparation, le divorce, ça provoque toujours une dépense supplémentaire. On est moins riche, alors on va le dire, on est plus pauvre quand on est divorcé que quand on vit en couple. Donc, la situation économique peut être justifiante de ce que nous allons différer. Quand ma situation économique sera rétablie ou conforme à mon projet, je pourrai l'actionner. OK. La situation économique. Ça peut être aussi la situation de santé. Aussi. Oui, mais il y a aussi des attentes qui sont vicieuses. Hein. Donc, je reste avec toi, te pousser à une faute. Et puis, bon, il y a beaucoup de démagogie aussi. Oui, il y a ça aussi. Donc, il y a multiples choses à dire. D'accord. Mais si c'est pour le bien de l'enfant, oui, Oui. OK. Bon. Donc, vous... Et là, je parlais de la protection de la capacité à jouer sa fonction parentale. Là, on ne parle pas Tout à fait. de différer dans l'intérêt de l'enfant par rapport à son âge. Exactement. D'accord. OK? Je ne pourrais pas assumer complètement. J'attends. OK. D'accord. Donc, selon vous, le bien-être de l'enfant, c'est une raison suffisante pour Absolument. continuer à Oui, faire oui. couple. C'est ce que prône l'État. Et hein, ce, même l'intérêt si de la l'enfant. relation est dysfonctionnelle. Oui, malheureusement. Après, c'est du cas Oui, par cas, j'ai envie de dire. Non, c'est bien la réalité. C'est la vie. Non, mais Corinne, non, C'est attention. bien la Non, vie. non, quand même, Corinne, attention. Ouais. Si je prends la décision d'attendre pour que mon enfant aille mieux, mais ce n'est pas seulement la relation que j'ai avec l'enfant. Je dois aussi avoir avec l'autre une relation différente pour que l'enfant voit que Ce serait mieux. on vit autrement. Ce serait mieux. Non, mais qu'on vit autrement en sa présence en tout cas. On Oui. vit autrement en sa présence. Oui. Car si c'est pour que lui, je sois avec lui, bon, maman avec toi, papa avec toi, on sort pas tout ensemble, et l'autre maintenant, on le maltraite. Non, dans la maison, Oui, ça c'est ne vrai, va c'est pas. vrai. Au contraire, Oui. ça ne va pas. Je- Il faut qu'il y ait un je- changement je d'attitude, de comprends tenue. et j'appuie ta De tenue. Oui, mais ton c'est-à-dire- insistance Faut à pas- ça. Oui. Oui, il faut travailler ça aussi. C'est-à-dire ce que tu es en train de décrire là, c'est vraiment l'équipe parentale. C'est-à-dire dans le sens où, c'est vrai, il n'y a plus de conjugal, mais devant l'enfant, je ne peux pas Je juge mon parent. discréditer l'autre parent parce que une équipe, eh ben, c'est une équipe. C'est un parent, ok. Une équipe, c'est une équipe. Donc, le dysfonctionnement, il va plutôt être d'ordre conjugal que d'être d'ordre parental. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque part, est-ce que les parents, nous divorçons, comment l'annoncer à nos enfants? Il y a cette notion de conjugalité et cette notion de parentalité. Est-ce que j'ai la faculté, et dans ton exemple, oui, cette dame et même ce papa, parce que tu es en train de dire, oui, il est neutre, c'est-à-dire en termes de discussion conjugale, mais en termes de discussion parentale, ils sont C'est préoccupés ça. pour l'avenir des enfants. D'accord. Donc, il faut vraiment dissocier ces aspects-là. Oui. C'est-à-dire, je vais divorcer, oui, mais je reste parent. Et comment je fais pour, malgré le fait que je ne supporte pas celui qui est en face de moi, Oui. Que je ne supporte pas ses comportements. être un parent? Que je ne supporte pas ses comportements. Eh oui. Ou son comportement. Parce que des fois, c'est... C'est pas le même projet. Tu ne parles pas du même projet. C'est ça. Mais je te comprends. C'est ça. Mais en Dans attendant... l'absolu, Jean-Claude aimerait bien que le couple reconsidère. Non, pas d'absolu. C'est-à-dire qu'il faut être... Je l'ai compris comme ça. Il faut être authentique. Je l'ai compris comme ça. Il faut être authentique. Mais pourquoi pas? Tu Pendant peux ce vouloir- temps-là, attends, non, tu peux on vouloir- pourrait tu retravailler peux vouloir- sur les motifs de la séparation Et aussi. C'est ça. Sauf qu'il y en a un des deux qui peut dire que ça ne m'intéresse pas. On est Donc, on va d'accord. rester dans l'angle d'approche. Et Fran, Restez parents. En tant qu'enfant, tu parles Oui. que tu m'aimes alors que tu m'autorises en ma présence. On est d'accord, pas. on est d'accord. Donc, Non, c'est là-dessus, la tu as raison. Il faut quand même nous montrer que Tu as raison, tu as raison. Il y a ça, un c'est truc, quoi? c'est qu'un des parents peut aussi concevoir que la situation économique et personnelle de l'autre parent oui, n'est pas en adéquation avec cette séparation à ce moment-là. Oui. La bienveillance en tant qu'être humain, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi cette conjugalité-là qu'on va détester quelqu'un. Bien C'est ça. sûr, bien Voilà. sûr. Donc, c'est là où la miséricorde va dépasser le projet simplement du couple pour entrer dans ce qu'on appelle l'amour agapéo. mais oui, mais j'ai un couple, ils ont Exactement. divorcé, mais
le tribunal a condamné le monsieur à une pension alimentaire de montant X, Oui. mais le gars donnait le double. Oui, tout simplement. Il dit, bon, je te donne Il a le dit, double. mais non, la maman de mon enfant, elle ne pourra pas faire face comme ça. Je peux lui donner plus, je lui donne plus. Et ça peut être aussi le cas de dire, écoute, on va vivre en bonne intelligence en attendant que les conditions pour toi soient optimales pour que tu puisses envisager de vivre cette séparation avec moi. Je respecte le fait que tu n'es plus ma femme en tant qu'épouse ou que tu n'es plus mon mari en tant qu'époux. Soyons intelligents pour ne pas nous embêter sur ça. Mais en attendant, allons faire ainsi pour que notre enfant ne soit pas désavantagé. C'est ça. Tout à À fait. cause de notre désaccord. Parce Notre que- désaccord, Nous c'est sommes à d'ac- nous, nous c'est sommes pas à d'accord. notre enfant. Nous sommes d'accord. L'enfant est quand même partie intégrante des deux. Tu vois? Oui. Et, Et se retourne dans dans cette bonne intelligence, tu as des couples, par exemple, qui ne veulent pas des vêtements du père sur l'enfant Ouais. quand l'enfant vient chez la mère. Ouais. Mais j'ai vu ça. Oui. Des enfants, des parents qui déshabillent l'enfant avant que l'enfant rentre dans la voiture. Pas que ça, rien Ah. de chez l'autre, aucune nourriture, rien. Oh, oui, et pourtant, ils font de l'enfant un facteur. Ils font on tombe dans de l'aliénation. Oui, Ah. aliénation mentale. Vraiment, on tombe dans des travers. C'est ça. Et cette notion de bienveillance que tu amènes là, elle doit être là. Et je suis dans une injonction, pardon. Oui. Pourquoi pas au-dedans? Oui, mais c'est-à-dire que certaines fois, elle doit, puisque je C'est une choisis forme de d'être thérapie, l'injonction identifiée, oui, bien sûr, C'est mais une bon, forme. comme je choisis d'être Elle fait identifiée ses en preuves, tant tu que sais. parent, j'ai des compétences. Oui. Voilà. En tant que parent, j'ai des compétences. Donc, si je me décris, et comme ce couple-là le fait, en tant, c'est vrai, plus couple, mais parent, alors je suis appelée à tenir les compétences que requiert le fait d'être parent. D'être parent. Absolument. Très bien, D'accord. merci. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce que vous pourriez chacun nous faire une petite conclusion, toujours en répondant justement à cette problématique? Comment on fait pour assurer quand même le bien-être de l'enfant dans le cadre d'un divorce? Alors, déjà, les enfants ne vont pas bien si les parents ne vont pas bien. Donc, rouler pour le bien-être des enfants nous demande de rouler pour notre propre bien-être. Qu'est-ce qui m'arrive dans cette situation-là? Il faut décoder. Et c'est là où nos différentes missions professionnelles sont un support pour réfléchir les enjeux. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là que je n'ai pas maîtrisé? Pourquoi? J'étais dans mon délire, donc j'étais dans ma subjectivité, j'étais dans mon imaginaire. La réalité m'a fait découvrir que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais cru comprendre. Donc il se joue quelque chose. Je dois faire reset. Je dois me reconfigurer. Parce que si vous n'avez pas réfléchi aux circonstances qui vous poussent à vous séparer, si vous n'avez pas réfléchi aux intentions, aux motivations, aux désillusions qui amènent ce résultat, le prochain couple sera victime des mêmes mécanismes. Oui. Vous aurez juste un nouveau terrain pour amener une famille à la place. C'est ça. Donc il faut réfléchir. Voilà. Donc, il y a lieu de se comprendre. Oui, comprendre. De comprendre ce qui les se passe. mécanismes. Qu'est-ce qui s'est D'accord. joué? OK. Et la finalité de ça, c'est pas il vous faut rester ensemble. Vous allez décider ce que vous en faites. Mais comprenez. Parce que le bien-être des enfants passe aussi par le bien-être des parents. D'accord. Alors moi, ce que je pourrais dire, en fait, je vais dire la même chose que France finalement, parce que finalement, on se rend compte beaucoup dans ce qu'il y a, comment il faut raisonner quelque part. On est parents pour la vie. On n'arrête pas d'être parents lorsqu'on divorce. Maintenant, ce qui est important de faire, et c'est là où nos dynamiques sont différentes et complémentaires, de mon sens, c'est comment je vais accompagner les familles et les couples à négocier pour gérer les changements que vont engendrer le divorce. Et cette négociation, elle va être discutée en médiation, où
chez le psychologue ou chez le psychothérapeute ou chez le pasteur. C'est-à-dire, ces espaces de discussion sont vraiment, vraiment importants pour pouvoir gérer les changements et les dynamiques que vont engendrer le divorce et le remariage certaines fois. Et je vais aussi mettre en relief sa représentation du divorce. Comment on gère ce qu'on appelle le divorce, c'est-à-dire cette gestion personnelle. Quels sont nos schémas, quelles sont nos difficultés, nos limites, tout ce que ça peut engendrer chez soi. Parce qu'en fonction de ce qu'on va développer par rapport à ce concept du divorce, on pourra quelque part ne pas le refléter sur les enfants ou le refléter pour que les enfants gagnent en maturité. Bien que quelque part c'est un paradoxe puisque c'est un démantèlement. D'accord. Bon, j'ai deux choses. Le divorce bien négocié, les relations non toxiques entre parents peuvent atténuer et même éliminer les conséquences négatives de la séparation chez les enfants. On peut penser de manière raisonnable qu'une séparation constructive des parents peut être bien meilleure expérience pour les enfants que le mariage destructeur. Et pour terminer, c'est tout moi ça. Au lieu de stigmatiser les divorcés, l'Église devrait, puisque la vie à deux n'est plus possible, les aider à bien divorcer. Ou bien continuer. Que la communauté ne soit pas dans la confusion. Il est préférable que les gens disent ces personnes sont divorcées, mais on ne le dirait pas. Ils vivent en paix. Les enfants s'épanouissent. La profession d'épouse et d'époux de parents ne sont pas innés. Ça s'apprend. L'improvisation est illusoire. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, sur ce plateau, ce fut un échange très riche. J'espère, chers auditeurs, chers internautes, que vous avez trouvé réponse à vos questions. Et nous vous donnons rendez-vous le 3e samedi du mois prochain pour une autre thématique, une autre émission, Éducation. Éducation, ensemble, on trouve des solutions. Je tiens à remercier nos auditeurs, nos internautes qui nous suivent. Je tiens à remercier aussi nos intervenants. Merci beaucoup. Je remercie Maureen Brosius pour la réalisation des supports de communication, Jérémy Ravillon pour la réalisation vidéo, Pierre Échille pour la réalisation son et Fatih Blocaille pour le streaming. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au mois prochain. C'était votre émission Éducation présentée par Corinne Blocaille.